serait vraiment top. Ben voilà, je vous laisse la parole à Kim et Arnaud pour vous présenter et puis vous présenter ce retour d'expérience. Merci. C'est parti. Bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. Je pense que vous allez bien, que vous êtes là. Merci d'être là avec nous et de participer à cette présentation. Ça va être un peu bizarre, qui a pas mal changé nos habitudes. Nous avons essayé de travailler un peu, de continuer à travailler, à apprendre et à partager. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un projet important. Ce projet, c'est la refonte du site www.fff.fr. La DSI de la FFF nous a confié la mission de refaire leur site il y a un peu plus d'1 an, je crois. Le lancement du site était prévu pour mars de cette année, 2020. Cette date est repoussée de quelques mois à cause notamment de... Nous parlerons aujourd'hui du projet de la refonte dans sa globalité. Nous verrons rapidement l'ancien site fff.fr qui est toujours en production aujourd'hui. Ses fonctionnalités qui ont été reprises en totalité, l'infrastructure de l'ancien site. Nous vous aborderons ensuite l'architecture choisie pour le nouveau site, un peu dans le détail. Arnaud nous présentera 2 démos, le site qui est actuellement en production. Et puis quelques minutes plus tard, nous verrons le rendu du nouveau site et ses fonctionnalités les plus importantes. Donc le nouveau site n'est pas encore en prod. Vous serez donc parmi les premières personnes à le découvrir. Nous parlerons aussi un peu dans le détail de AWS S3, AWS Lambda, qui sont au cœur de notre architecture. Je laisse te présenter, Arnaud, si tu veux. Ouais. Donc moi c'est Arnaud, donc je suis Scrum Master, je peux faire un peu lead tech, mais en ce moment je suis quand même beaucoup plus Scrum Master. Je fais beaucoup moins de technique. Je suis arrivé à Omnilog en 2015, je suis arrivé directement à la FFF, donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que j'y suis. Voilà, je suis arrivé en tant que développeur PHP et en 2017-2018, on m'a proposé de passer Scrum et voilà. Et depuis, je fais de moins en moins de technique et de plus en plus de chapeautage, de Scrum, de fonctionnel et voilà, ça me plaît bien. Moi, je suis Hakim Oulamed. J'ai commencé à travailler comme dev PHP en 2007, ça fait déjà un moment. J'ai développé quelques sites, quelques applications mobiles hybrides, participé, avant que j'arrive à Omnilog, à une tentative de lancement d'une startup qui aurait dû me rendre riche, mais qui a coulé au bout de 3 ans. Je suis arrivé à Omnilog en 2016 et chez nos amis de la FFF en un moment. Je suis resté à et puis j'ai géré quelques projets en méthodologie presque Scrum. Il y a 3 ans, la FFF a voulu aller sur le cloud, sur leur site des ligues et districts, des sites à forte charge, aussi chargés que FFF.fr. J'ai eu la chance d'être là et d'avoir participé à ce premier pas de la FFF dans AWS. Je pense que cette première expérience dans le cloud a été un succès pour la FFF et a conforté la DSI à aller plus loin dans la cloudification. Pendant ces 3 dernières années, j'ai accompagné le pôle digital et le service prod infra de la FFF dans cette démarche de cloudification. Nous avons appris ensemble à la FFF AWS, on a appris ensemble. La FFF nous a donné la possibilité d'explorer pas mal de services et ça a été très enrichissant pour moi personnellement. Donc quelques années AWS à la FFF très enrichissantes. Le site ff1.fr, le nouveau. Erwin qui s'est occupé du front, j'ai pas réussi à avoir sa vraie photo.
Tarek, Abderrahman et Sylvain ont surtout fait du bac. Tu m'arrêtes, Arnaud, si je me trompe. C'est ça. Du bac Symfony 4 et un peu d'Angular. C'est pas du bac, mais je pense qu'ils en ont fait un peu. Ouais. Loïc a fait du bac, pas mal de DevOps aussi. Et puis ces derniers temps, c'était devenu un peu le chef de Git dans l'équipe, celui qui tape sur les mains des devs qui n'ont pas fait des rebases, des trucs comme ça, un peu méchant. FF.fr, c'est le site internet de la FFF. On le refait pour qu'il soit plus beau. Davy veut un site plus beau pour les millions d'utilisateurs qui le visitent. On le refait aussi pour qu'il soit plus beau, mais surtout plus facile d'utilisation pour les rédacteurs de la FFF, les personnes qui s'occupent d'écrire les articles. Et enfin, pour améliorer un peu l'administration du site de façon générale. On a profité aussi de cette refonte pour répondre à pas mal des objectifs stratégiques de la DSI de la FFF. Le site FFF.fr est un site qui a une charge d'utilisation en dents de scie. Des gros écarts d'utilisation entre le jour et la nuit, son usage et les visites dessus dépendent directement des compétitions du football. Je pense qu'aujourd'hui, en période de confinement, il n'y a pas de match. Les machines doivent être pas très chaudes. Bref, il n'y a personne. Bref, FFF.fr est vraiment le candidat idéal pour un mode élastique dans le cloud. On nous a demandé de refaire le site avec des contraintes sur le temps de réponse, sur des contraintes de retour rapide à la normale en cas de désastre, et c'est sur une perte de données des compétitions nulles. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de perdre des données de compétition. Aujourd'hui, le site est en prémisse, c'est-à-dire que c'est FFF qui gère les serveurs. On a 17 frontaux PHP, je pense, 2 serveurs de cache, une architecture à l'ancienne, centralisée, un moteur de recherche qui ne trouve pas toujours les choses aujourd'hui, un espace d'administration avec son admin, donc c'est plein de refaire, et puis une dépendance NFS sur un disque NFS importante et qui pose pas mal de problèmes. Je laisse Arnaud nous montrer le site actuel en production, que moi j'appelle l'ancien site. À toi. Alors, tac, je le retrouve. Voilà. Le site actuel, pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un petit tour rapide pour que vous puissiez avoir des éléments de comparaison quand je montrerai le nouveau site tout à l'heure. Donc la home page avec un menu assez vieillissant sur le haut. Et puis après, c'est principalement un site qui va montrer des actualités et des résultats de compétition. Donc voilà, on peut voir que bon, c'est relativement classique, mais bon, ça prend pas toute la taille de l'écran. C'est un design assez vieillissant qui n'est pas forcément dans l'air du temps et qu'on voulait, on voulait vraiment modifier pour être plus dans les codes. C'est pareil, il n'est pas responsive. On a un site, c'est pas une version responsive, la version sur le téléphone, c'est une version mobile. Donc là, le nouveau, on a aussi souhaité avoir quelque chose de plus moderne et de vraiment responsive pour que ce soit bien visible sur les petits écrans téléphones et tablettes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça reste assez simple d'utilisation, mais ça méritait un bon coup de pinceau. Donc c'est en ça qu'on est venu nous voir il y a 1 an et demi pour faire une évolution, une belle refonte. Et du coup, on en a profité pour pouvoir faire une refonte aussi technique derrière, chose qu'Hakim va vous présenter. Ok, merci.
Pour une première expérience, la question du choix du provider se pose. Choisir entre Google, Azure de Microsoft, AWS, OVH, si on veut rester en France. Pour ce projet, pour nous, le choix était déjà fixé sur AWS parce que nous avions déjà fait notre première expérience et fait cette étude, l'étude comparative normalement nécessaire avant des différents providers lors d'une refonte et d'une migration vers le cloud. C'était les sites des League District, c'était en 2007, je pense. Donc le choix d'AWS était fixé. À partir de là, deux scénarios se présentaient à nous pour migrer. Premier scénario, c'est de se dire on copie l'infrastructure qui porte notre application aujourd'hui telle qu'elle et on la reproduit chez AWS. On reprend l'architecture existante, on refait le SGBD, c'est tout à fait possible. Toutes les briques utilisées en prémisse existent déjà chez les providers. C'est un peu ce que nous avions fait sur les sites League District. Ça fonctionne très bien, dans le sens où ça ajoute quand même la fonctionnalité de l'autoscaling, chose qu'on a rarement en prémisse, et des quelques services managés du cloud, la base de données par exemple, les VM. Mais il faut quand même gérer le paramétrage d'autoscaling et ça coûte peut-être un peu cher d'avoir beaucoup de VM. L'autre scénario, c'est de refaire l'infra, profiter de la refonte pour refaire l'infra avec l'application. Repenser toute l'architecture avec de nouvelles briques, les nouvelles briques offertes par AWS, le plus de services managés. Nous avons choisi cette façon de faire, d'autant plus que c'est celle qui allait nous permettre de réaliser les objectifs de la DSI, moins d'Oracle, moins de NFS, moins d'infogérance. Et puis refaire tout rend heureux tout le monde, à mon avis. Le client qui se voit offrir le meilleur et puis les devs parce qu'ils participent à un projet qui les fait monter en compétence sur pas mal de techno. Pour les devs, c'est bon parce que c'est un défi technique intéressant et puis c'est bon pour le CV d'avoir plein de trucs. On a donc refait le site sur AWS avec cette idée du statique. On voulait faire tout statique, un beau défi. Pourquoi on a voulu faire du statique? Grâce à Guillaume, je crois. Un jour, il est arrivé, il a dit « je veux du statique ». On l'a fait. Plus sérieusement, du contenu statique veut dire zéro calcul, zéro BDD, et ça veut dire une scalabilité horizontale parfaite. Dans notre phase de recherche, nous avons rencontré nos collègues omnilogiens de l'équipe. Eux, ils avaient déjà une expérience sur la génération de contenu à partir d'un site dynamique. On a déjeuné, on a discuté du sujet. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un site avec des ressources qui changent, mais qui généraient des pages statiques. On a cherché un peu des frameworks sur Internet pour générer du statique. À la fin de nos recherches, le résultat, c'était qu'on allait faire une architecture hybride avec un peu de calcul et beaucoup de statique. La partie dynamique sera faite sur ECS, c'est l'orchestrateur Docker d'AWS. Maintenant, il y a aussi Kubernetes dessus. À l'époque, il n'y avait pas ça. Enfin, ouais, je pense. Donc ECS qui va nous permettre d'avoir quelques containers autoscalés automatiquement pour la partie administration du site principalement. Une autre partie dynamique sera faite avec Lambda, qui lui va prendre des bouts de fichiers HTML statiques de S3, les mettre ensemble et renvoyer une page complète au visiteur. Cette façon d'utiliser Lambda fait que nous n'avons pas besoin de régénérer toutes les pages du site en moindre changement. C'est-à-dire que pendant notre rencontre avec les gens de l'équipe, l'une des problématiques, c'était le cas où on devait une modification impactait beaucoup de pages. Qui est donc la base un peu de notre architecture. S3 Simple Storage Service, service de stockage d'objets. Un objet, c'est un fichier, n'importe quel fichier. Les objets sont rangés dans des buckets. On accède à S3 via la console AWS ou bien en ligne de commande avec AWS CLI.
ou bien de n'importe quelle application en intégrant un SDK AWS du langage. En gros, on fait des get, post, put, delete et autres sur le service S3 pour gérer nos objets. Amazon dit qu'on ne peut pas perdre un objet sur S3, presque pas. On a la possibilité de versionner les objets en activant le versionning. On peut récupérer, par exemple, un fichier même après une suppression manuelle, accidentelle, par exemple. On peut gérer des cycles de dire, par exemple, je veux supprimer un fichier au bout d'un mois. On peut également décider de répliquer nos objets S3 sur plusieurs régions pour ne pas les perdre si un data center AWS entier venait de tomber. Donc, S3 est sécurisé. S3 est sécurisé. Aussi, on peut rendre un objet ou un bucket public pour le donner à tout le monde. On peut le rendre privé, on peut le rendre accessible seulement du réseau interne d'AWS, de VPC par exemple. On peut gérer les accès de manière plus fine avec IAM d'AWS, le système de gestion d'identité d'AWS. On peut dire par exemple qu'il n'y a qu'une seule VM, enfin on peut donner des accès à des VM, à des ressources internes AWS. On peut chiffrer nos objets avec nos propres algos de chiffrement, avec les algos proposés par AWS. On active le chiffrement sur un bucket et tous ces objets sont cryptés. On peut aussi activer des logs pour voir qui fait quoi sur les objets et utiliser ces logs pour alerter si l'on veut. Et puis AWS, j'ai découvert ça un peu en faisant cette présentation, offre quelques outils payants autrement, c'est-à-dire que pas inclus dans S3 pour gérer les objets. AWS Massey est une IA, une intelligence artificielle qui détecte les données sensibles. AWS Analyzer permet de vérifier les stratégies d'accès que nous avons mises sur S3. Aujourd'hui, on peut utiliser S3 pour plein de choses, pour stocker, retrouver des fichiers. AWS fournit des outils pour cet usage. On peut utiliser comme serveur de site web statique, c'est le cas pour nous. On peut aussi l'utiliser de façon un peu plus artisanale, mais très robuste quand même, comme composant intermédiaire dans une architecture événementielle. Parce que S3, quand on manipule des objets sur S3, il y a des événements qui sont émis. À chaque changement dans un objet, on peut catcher des événements et faire les traitements qu'on veut avec les objets. De cette façon, S3 peut être un élément intermédiaire pour coupler faiblement des systèmes différents. Quand on cherche qui utilise S3 aujourd'hui, beaucoup, et pas des moindres, et la FFF. Netflix, par exemple, pour prendre le cas de Netflix, ils utilisent pas mal S3 pour faire des traitements par lot sur leurs fichiers vidéo. C'est-à-dire qu'ils déposent leurs fichiers sur S3, il y a des événements qui sont déclenchés, et puis il y a de l'encodage, et les fichiers passent d'un état à un autre, et ils sont traités comme ça. Et puis S3 n'est pas cher. C'est-à-dire que je pense que c'est... Donc ils disent 23 teraoctets, enfin 23 $ par teraoctet par mois. À ça, il faut ajouter, c'est-à-dire que quand on fait des calculs sur un usage AWS, il ne faut pas oublier la donnée sortante. C'est-à-dire que quand on voit que le stockage et le nombre de requêtes, je pense que voilà, il ne faut pas oublier la donnée sortante. Ça, c'est voilà. Il y a le stockage, le nombre de requêtes et la bande passante. Donc, mais ça reste le service AWS moins cher. Voilà, notre premier site en production qui utilise donc Hexagon. On est assez fiers, on est assez contents et ça marche plutôt bien. Ça permet, si vous voulez postuler, c'est pour les gens qui veulent postuler à l'FFF, ils peuvent le faire par ce site-là. Voilà. Et donc, il y en a d'autres par la suite qui vont arriver. Il y a ici pour les formations, il y a ici pour le médical, FFF TV et bien sûr FFF.fr qui arrivera plus tard au courant de l'année. Merci Arnaud. Voilà.
Ouais, donc j'en parle pas dans la présentation, mais effectivement, au cours du projet de la refonte FF.fr, la DSI a souhaité faire un CMS, répliquer le nouveau site FF.fr sur plein de sites. Donc FFF, comme il a été développé, le site comme il a été développé permet de faire ça. Et puis en infra, on a tout terraformé, ce qui fait que en quelques clics, enfin en quelques minutes, on a un nouveau site avec le même design, avec les mêmes fonctionnalités sur un autre nom de domaine. On va parler infra du nouveau site. C'est grave, je l'appelle la brochure commerce qui nous a permis de vendre la solution. Donc, on utilise beaucoup les services managés au maximum. CloudFront, Lambda, S3 réduisent les temps de réponse. L'usage de S3 fait que nous avons besoin de moins de VM et de moins de BDD. GitLab, ECS, Docker rendent l'intégration continue et le déploiement facile et sans surprise. On va voir deux cas d'usage. Créer un article pour un admin, enfin pour un dans l'administration FF.fr qui veut créer un article, et visiter un article. Je pense que c'est les deux cas d'usage qui permettent de voir les composants d'architecture qui sont mises en œuvre. Donc pour la création d'une page ou d'un article, ça se fait sur admin.ff.fr. Ici, on est dans l'univers tout dynamique. Le rédacteur, il crée sa page, peut prévisualiser en direct le rendu de sa page. Quand il a fini, il clique sur un bouton « Publier la page » et les éléments de la page sont envoyés sur AS3. J'ai vu une question qui disait justement comment est-ce qu'on comment on fait la régénération des pages quand on est sur AS3. Justement, à chaque modification, à chaque publication d'une ressource, d'une page, d'un article, ces parties sont publiées sur AS3, sont mises à jour ou sont créées. Donc là, on est dans l'univers dynamique, un peu de MySQL, un peu de Symfony 4, un peu de PHP. Et quand un visiteur vient voir la page, là, on est dans l'univers statique. Une requête comme ça est prise en charge par Lambda qui parse l'URL. La fonction Lambda, elle parse l'URL, elle récupère les ressources de la page de S3. Une page, elle peut avoir un footer, un header, une colonne de droite, un contenu central. Elle rassemble tout ça comme il faut. Et puis, elle renvoie ça à l'utilisateur. Les ressources de la page chez l'utilisateur appellent directement des URL en pur statique sur S3 pour récupérer les images et tout le contenu statique JS, CSS. Donc là, on est dans l'univers presque tout statique, à part Lambda. L'autre cas d'usage moins fréquent, c'est celui de publication d'une nouvelle version. Publication d'une nouvelle version de l'application, c'est on reconstruit l'image Docker, on met à jour la fonction Lambda, parce que ça a été écrit, c'est une fonction un peu générique qui marche pour toutes les pages, pratiquement. On demande à LCS de redéployer, de prendre la nouvelle image, et puis s'il y a des changements dans le style, dans le JS, etc., on pousse sur Astro. Le déploiement il reste classique, il ne change pas beaucoup. Pour avoir une architecture comme ça, hybride, dynamique, statique, ça c'est dans le domaine du DNS et des noms de domaine, il a fallu avoir quatre noms de domaine. Admin.ff.fr. Quand on est sur admin.ff.fr, tout est routé directement sur ECS, tout est dynamique. Media.ff.fr, c'est et webstatic.ff.fr. Ça, c'est routé. Toutes les images, tous les CSS, tous les JS, tous les pictos du site viennent directement de S3. Il n'y a pas de calcul. Après, le dernier cas, c'est www.ff.fr/étoile. Lui, il est routé vers Lambda. C'est au niveau de la ALB AWS qui est fait de cette règle. Là,
fait un peu de dynamique lambda, qui lui recompose des statiques S3 et les renvoie. Le gros bouton rouge là, c'est un peu, je sais pas, c'est une sécurité, je sais pas si on va l'utiliser un jour, mais ça permet par exemple de dire que je veux plus router www.ffr vers lambda, mais je veux le router sur ECS. Si on fait ça, on se retrouve dans une architecture pure dynamique. Je ne sais pas si un jour, si on veut supprimer tout le contenu statique et passer une journée à le récupérer, une journée à le récupérer, on pourrait peut-être l'utiliser. Je ne sais pas, mais ça permet. Service AWS qui permet d'exécuter du code sans s'occuper des serveurs. Pour utiliser Lambda, on peut le faire dans la console, en ligne de commande ou par API, comme la plupart des services AWS. On écrit des fonctions dans un langage supporté par Lambda. On autorise des ressources AWS à cette fonction, des accès BDD, des accès S3 ou autres. On définit une capacité de ressources pour la fonction. On dit, pour que la fonction ne la dépasse pas, on dit par exemple, ma fonction, je ne veux pas qu'elle dépasse 128 mégaoctets de RAM. Quand on fait ça, voilà, c'est ça le réglage à trouver quand on utilise Lambda. Par exemple, je pense que, ouais, je me rappelle, on a fait des tests de charge avec 128 mégaoctets de RAM. On s'est retrouvé avec des temps de réponse de 1 seconde et demie, 2 secondes. On a modifié à 256 mégaoctets de RAM. Là, on s'est descendu à moins de 10 secondes. Donc, c'est ça le paramètre qui permet d'aller plus ou moins vite sur l'exécution des fonctions lambda. Quand on a fait ça, on lit la fonction à un événement déclenche la fonction. Et puis à la fin du mois, AWS, dans la facture, on paye ce que lambda a consommé. Voici aujourd'hui les langages supportés par lambda. Nous, on fait du Python en 3.7, je crois. Python 3.7, c'est ça. Là, on voit tous les services AWS qui peuvent déclencher une fonction lambda. Il y en a beaucoup. Je pense que ça permet de faire pas mal d'architecture en serverless. Nous, on utilise S3. Voilà. Donc, la plupart des services AWS peuvent invoquer une fonction lambda. Pour la tarification, quand on déclare une fonction, donc on choisit une capacité qu'elle ne veut pas dépasser. Concrètement, on choisit la capacité RAM. On choisit la RAM et AWS adapte le CPU et la capacité réseau de la fonction en fonction de la RAM. À la fin du mois, on est facturé sur la somme des ressources consommées sur le nombre d'invocations de la fonction. Donc, le nombre d'invocations est un paramètre. Et sur le temps d'exécution des requêtes. Je dois avouer que prévoir le coût de lambda à l'avance est assez difficile. C'est l'une des difficultés de ce genre d'architecture. Une façon de faire serait de tester pendant un mois et de voir la facture à la fin du mois, puis baisser les ressources de la fonction si c'est trop cher. C'est un peu comme débugger en production, mais bon. On peut aussi mettre un environnement de test, l'attaquer avec JMeter, par exemple, pendant une journée. C'est ce qu'on a fait, moi, à la FFF. On a monté un environnement de test, on l'a attaqué avec JMeter pendant une journée, et puis on voit la facture et on interpole sur un mois pour avoir une estimation un peu correcte. D'autres services serverless existent chez AWS. C'est-à-dire que la FFF, par exemple, veut moins d'infogérance. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui veulent ça. Pas mal de services AWS permettent de plus s'occuper de serveurs. J'ai découvert Aurora Serverless. C'est du MySQL sans serveur. Je pense que c'est en période de test parce que AWS le recommande surtout pour des devs et pour des sites à faible charge. Il y a AWS Fargate qui est pas mal aussi. Je ne l'ai pas testé, mais ça, c'est pour instancier des containers Docker sans s'occuper des serveurs. Donc, plein de services sans serveur chez AWS. Voilà, je pense que ça a été rapide. On est à la fin, presque. Ce qui est bien dans notre site, un point important que je n'ai pas mis dans les schémas, le site ff.fr, il fait
appelle beaucoup à des données du service data FFF.fr, toutes les données compétition des clubs, des matchs, etc. C'est le service data FFF qui nous le fournit. Notre architecture, grâce à S3, est faiblement couplée à ce service data. C'est-à-dire qu'il y a une mise à jour, une création de ressources data. On reçoit une notification RabbitMQ. On récupère la ressource, on la met sur S3 et elle est disponible pour FFF.fr. Ça permet de pallier l'usage, la charge FFF.fr à l'usage et à la charge voilà, de ce service data. Et puis on est sur S3, service le plus résilient d'AWS. On n'utilise pas beaucoup de SGBD. Dans nos architectures, même sur les sites LexStrict, on est autoscalé, on est dans le cloud, mais on a une base de données et ça fait quand même un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que les bases de données relationnelles sont le service difficilement scalable. On peut difficilement avoir plusieurs masters, par exemple. Donc ça, c'est les bons points. Les mauvais, c'est le mariage avec AWS. On est lié à un... Théoriquement, on peut arrêter Lambda et dire je fais une machine qui fait le travail Lambda, mais c'est un peu plus compliqué. L'autre difficulté, c'est débugger Lambda. C'est-à-dire que quand on fait du Lambda, on écrit une fonction dans la console et puis on l'exécute. On ne peut pas mettre ça dans PHP Storm. Puis je pense que Erwin a eu pas mal de difficultés parce qu'on a des bouts de pages générés sur S3 qui sont recomposés par Lambda. Donc il a eu quand même pas mal de difficultés à faire le front de son côté. Voilà. Donc on voit bien que le pouce vert est plus gros que le pouce rouge. Voilà, c'était un retour d'expérience. Il y a sûrement des choses à améliorer. Et puis, voilà. Ok, merci. Merci Hakim et Arnaud. On a hâte de découvrir effectivement les footeux, ce nouveau site de la FFF. Il y a quelques questions, si vous voulez les parcourir et y répondre. Essayez. Ça vous concerne un peu tous les deux. Ouais. Alors, qui se lance? Je vais essayer de les trouver. C'est dans le QR en bas à gauche. Pour le chiffrement, je saurais pas. Aujourd'hui, nous, on ne chiffre pas sur S3. C'est peut-être l'une des choses à améliorer. Après, je ne sais pas pour l'usage qu'on fait, c'est des pages web. Donc, nous, on utilise S3 comme un serveur web. C'est des ressources qui sont, voilà, qui sont publiques. On n'a pas vraiment besoin de chiffrement. Peut-être que chiffrer rendrait les choses moins rapides. Enfin, je ne sais pas. Mais on ne chiffre pas. On chiffre pas. On n'a pas vraiment besoin. CMS Custom, oui, donc oui, c'est un CMS qu'on a développé from scratch. On a réfléchi un petit peu au début quand même à voir si on ne prenait pas une solution déjà existante. Et en fait, on a beaucoup trop de spécificités, notamment dans la partie vraiment football pur, qu'on s'est vite rendu compte que ça valait pas le coup et que valait mieux qu'on reparte du début. Voilà, on a plus en fait de spécifiques que de communs des articles. Voilà, c'est une petite partie seulement du CMS. Après, tout le reste est quand même assez complexe, surtout maintenant en plus avec Hexagon qui est arrivé bien après le début du projet. Mais voilà, tout ce système d'Hexagon, on aurait eu plus de mal à le faire avec, je pense, avec un CMS déjà existant. Là, je vois une question, pourquoi S3 et pas directement DynamoDB? Il y a sûrement le fait qu'on ne connaît pas vraiment DynamoDB. Il y a sûrement ça. Après, on le fait pour la simplicité, parce que S3,
n'importe quel système tiers peut push des objets dessus. Et puis, je ne sais pas si on peut faire du... Ça, je veux vraiment un retour d'expérience sur ça. Je ne sais pas, c'est Julien qui a posé la question. Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus compliqué? Je ne sais pas aussi par rapport au prix. Je sais que S3, c'est l'un des services les moins chers d'AWS. Est-ce que avoir autant de masse de données sur DynamoDB, c'est plus ou moins cher? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas si Julien peut nous apporter sa connaissance sur DynamoDB. Moi, je connais, j'ai pas utilisé DynamoDB personnellement, donc je peux pas dire est-ce que c'est mieux ou pas. Comment on gère les formulaires de contact? Alors pour l'instant, on n'en a pas, mais si on devait avoir un, on peut très bien le faire. En fait, c'est un peu, on a des moteurs de recherche. Pour moi, c'est un peu dans le même genre. Dans la présentation d'Hakim, dans le slide qui montre tout le schéma des flux, on voit qu'il y avait des petites par et déclarer un pattern de mais qui sera direct au PHP. Et donc, on peut très bien gérer des pages complètement dynamiques, ce qu'on fait déjà, du coup, sur Oui, notamment nos moteurs de ouais, tout recherche. le routing se fait au niveau de l'ALB qui offre vraiment beaucoup de flexibilité. Il est au niveau URL et très simple de paramètres à paramétrer. Je vois une autre question. Est-ce qu'il y aurait une raison à ce que SQS une historique? Enfin, aujourd'hui, dans notre schéma, les événements, enfin, les queues, elles sont en prémisse chez la FFF. C'est-à-dire que c'est la data qui est dans des queues et nous, on lit sur ces queues. On n'a pas voulu refaire coder les gens de la data avec sur SQS. C'est surtout ça, c'est une Oui, raison complètement. historique. C'est vraiment. Oui, C'est- oui, on subit presque, entre guillemets, oui. RabbitMQ. Après, voilà, je pense qu'il y a des projets à la FFF où on va faire un peu d'SQS et de SNS. Il y a François qui demande si le changement d'infra et l'usage de Lambda a eu un impact sur les choix du nouveau design. Non, pas du Pas tout. du tout, Non, pas non, du tout. non, non, on a eu des maquettes bien avant. Enfin, non, pas bien avant. Sur ça, on nous Elles a sont vraiment arrivées pas un peu laissé le tard. choix. Ouais, non, non, les maquettes sont arrivées au fur et à mesure de développement. Mais, Je pense qu'on n'a fait aucun, comment dire, compromis sur l'usage. non. Ouais, ouais. Mm. Justement, Lambda est arrivé après parce qu'on avait les problématiques de si on doit mettre à jour, par exemple, le header ou le footer, comment faire pour qu'il se répercute sur toutes les pages du site. Parce qu'effectivement, il y a, au niveau des articles, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais par contre, on a quand même une page par match. Donc, on a 1 million de matchs par an, par exemple. Voilà, on ne pouvait pas régénérer toutes les pages dès qu'il y avait une modification de header ou footer, même du CSS. On ne peut pas régénérer tout le site dès qu'il y a une modification de CSS. Donc, c'est pour ça que Lambda est arrivé au fur et à mesure des développements pour justement pouvoir faire ces modifications plus facilement. Ok. Oui, pour l'instant, on est vraiment full AWS. Donc, ouais, comme disait Hakim vers la fin, si un jour on nous demande de passer chez Azure, par exemple, ouais, il faudrait qu'on n'aura pas Lambda, donc il faudra qu'on redéveloppe des fonctions de Lambda pour pouvoir faire le même travail. Oui, théoriquement, on peut dire je Oui, prends oui, une VM et on je fais le pourrait, hein. travail de lambda. Ouais. Après, il faut gérer la VM, il faut gérer la résilience de la VM, il faut gérer l'autoscaling de la VM, etc. Ce que lambda fait très bien. Ouais. Alors, une autre question. Est-ce que vous avez utilisé des API
ou uniquement des lambda et pourquoi? On utilise une API juste pour le front du back-end. Non, après, sinon, non, pour la génération du front du site, non, c'est le lambda qui fait tout le travail Ouais, c'est-à-dire de qu'aujourd'hui, customisation du site. l'architecture de l'application, c'est un front en Angular, c'est ça, Arnaud? Alors, c'est le CMS. Ouais, Le CMS, son front est en Angular et voilà. le back en Après, PHP. après, le back, c'est une API. Et du coup, pour alimenter le back, oui, effectivement, C'est une API. c'est une Après, API. tout ce qui est page visitée par la plupart des visiteurs, enfin, la Par partie qui n'est grand pas admin public. finalement, celle-là, elle arrive sur Lambda, S3 et il n'y a pas d'API, il n'y a pas d'API Gateway, il n'y a rien. Ah ouais, Ça arrive sur la LB, il parse l'URL et il récupère les ressources sur S3 et c'est tout. Ok, il y a François qui demande, étant donné que ce n'est pas en prod, est-ce que vous avez une idée de ce que cela va coûter? On avait fait, pour Lambda, j'avais fait, je pense que ça va être du 400 € par mois. Pour les VM, on avait 17 VM, enfin plus les deux caches sur le truc on-premise. Je pense que dans notre architecture, on aura besoin de deux qui vont être autoscalés, c'est-à-dire qu'on aura peut-être 4 en maximum. Ça, c'est des VM qui coûtent aussi peut-être 150 €, donc ça va être 400 €, 500 € de VM. Après, je sais pas. Après, il y a la data sortante. Ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, à la FFF, avec leur site, enfin avec le site en prémisse, ils payent un peu un forfait sur la bande passante. Aller sur AWS, ça va faire une ligne de facturation en plus, la donnée sortante. Donc en BDD, ça va être moins cher parce qu'il n'y aura pas la licence Oracle. En VM, ça va être moins cher parce qu'il y aura 2 au lieu de 17. En S3, ça ne va pas être cher parce qu'on n'a pas 1 teraoctet de données, donc on paiera 20 € par mois. En lambda, je pense que ça va être du 400, voilà, du 400 € par mois. Et en bande passante sortante, ça c'est, je ne sais pas encore. D'accord, ça rejoint une question peut-être de Clément qui parlait de modèle de prédiction dans un simulateur AWS pour la tarification. C'est quelque chose que vous n'avez pas utilisé? Non, on n'a pas utilisé ça. D'accord. Ouais, c'est quoi le nom du service? Parce que je l'ai perdu, moi. On va laisser. Après, ouais, la bande passante, la donnée sortante, c'est vraiment, on l'a vu avec les ligues, les sites des ligues et districts, c'est l'une des lignes de facturation les plus grosses. Et ça, c'est vraiment l'usage réel qui va le dire. D'accord. Alors, comment vous êtes organisé sur le pilotage de cet aspect-là, justement, l'aspect un peu FinOps de suivi et d'optimisation financière de cette archi? Je pense qu'on a eu la chance à la FFF de ne pas, je sais pas, c'est pas forcément une bonne chose, mais voilà, on nous a un peu laissé la main parce que à la FFF, voilà, ils ont voulu quelque chose de parfait. Des temps de réponse, de la disponibilité, un beau site, une belle architecture. Lambda, avant qu'on le propose, on a fait cet exercice d'attaquer le site avec JMeter pendant une journée pour dire que ça va coûter 400 $ par mois et pas 4000. Sur les VM, on a une petite expérience, donc on savait. Et je sais que sur la bande passante, ça va être plus cher qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un forfait, et plus tard, c'est pas un forfait. Oui, mais à côté, on a quand même beaucoup d'économies, par contre, sur le reste, Oui. comme tu dis, au niveau des machines aussi, enfin, Oui. le run d'Oracle et toutes les VM front, par exemple, ça va faire de belles économies là-dessus. Après, côté FinOps, même pour la bande passante, il y a un truc qui me revient, c'est que
On sait à peu près que le site FFF.fr, c'est X% d'usage que les sites Legal Strict. Donc, on avait cette facture des sites Legal Strict qui nous a permis d'avoir un peu une idée du prix aussi de la bande passante. Donc, la bande passante, on l'a estimée comme ça, avec Guillaume, en disant que c'est X% du site FFF, des sites de Legal Strict. Donc, la bande passante aussi, ça va être c'est X%. Après, le transfert S3, CloudFront, lui, il est gratuit. Et à Lambda, on a fait des tests de charge pendant une journée. Les VM, c'est carrément moins cher. Donc, c'est comme ça. Le discours, c'était ça. On n'a pas laissé des choses inconnues, mais on a donné comme ça des points de repère. D'accord. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à un dérapage qui pourrait être constaté. Je ne crois pas, non. Non, non, je ne pense pas. Non, non. Non, ils suivent bien en plus là-dessus, donc pour moi, il n'y a pas de. Ils sont pas inquiets, en tout cas, à l'infra. OK. Alors, je vois une question. Il y a Julien qui demandait si on avait une approche microservice à court terme ou plus long terme. Non, pour l'instant, on n'a pas Non. d'approche microservice. C'est pas du tout prévu de remplacer RabbitMQ ou autre. Pour l'instant, on reste sur ce système-là. Il y a une question d'Antoine là sur la communauté AWS, l'activité de la communauté AWS. Comment est-ce que vous avez pu appréhender l'utilisation des différents services et où est-ce que vous avez trouvé de l'aide un peu? Alors moi, comme j'ai dit dans la présentation, j'ai découvert AWS en même temps que la FFF. C'était les sites des League District il y a 3 ans. Donc les sites League District, c'est des sites à forte charge. Donc on a refait les sites, on a passé ça sur AWS. Donc la FFF, c'était la première démarche vers le cloud de la FFF. Et j'ai eu la chance de participer à ça parce que ça a été vraiment fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on a fait des comparaisons de providers. Ils sont venus à la FFF, OVH, Microsoft, AWS. On a été accompagné par un partenaire AWS. Je crois que c'est une boîte qui s'appelle ABC Systems au début pour monter tout. Donc c'était moi et un collègue de la Fédération française de foot. Donc on avait suivi comme ça quelques petites formations et des ateliers avec une entreprise qui nous a accompagnés pendant un mois. Cette entreprise est partie, après on a tout repris. Et c'est nous qui avons tout découvert. C'est-à-dire qu'on avait la base, le réseau et tout, mais on a eu le temps d'apprendre sur ce projet des sites des League District. Après, maintenant, j'essaye de mettre un peu au carré mes compétences, j'essaie de faire des formations et tout, mais c'était vraiment un apprentissage les mains dans la pâte. OK. Bon, ben, je crois que vous avez bien couvert l'ensemble des questions qu'on avait. Effectivement, comme disait Julien, on a de plus en plus d'AWS chez nos clients et du cloud d'une manière générale. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets qui tournent autour de ça en ce moment et je pense qu'on va bosser pour capitaliser nos expériences, nos connaissances sur le sujet, monter en formation. Il y a pas mal de gens qui ont profité aussi de la période d'interruption d'activité pour aller en formation sur le sujet. Donc, il y a, ouais, effectivement, c'est dans les tuyaux aujourd'hui de partager beaucoup là-dessus et WS en particulier qui est très populaire et très répandu. Oui, oui, je pense que c'est une très bonne idée. Il y a la question de l'infrastructure as code aussi qui peut être vraiment un endroit où on peut centraliser les compétences et les bonnes pratiques. Considérer l'infrastructure comme du code, ça peut vraiment, voilà, ça peut être très très intéressant en termes de partage de bonnes pratiques. Il y a des bonnes choses à faire, je pense. Ok, en tout cas, un grand merci à vous deux pour
pour ce partage. On est juste bien dans le timing. Il est un poil plus de 19 heures. C'est ce qu'on avait prévu pour faire ce meet-up. Comme je vous l'ai dit, alors on est habitué après les présentations d'aller prendre l'apéro. Hein, malheureusement, on est encore un peu contraint. On espère bien, avec ce qui a été annoncé aujourd'hui, qu'on est sur la bonne voie et qu'on pourra à nouveau faire un petit apéro techno en présentiel dans les locaux tous ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas tous croisés et que je pense que ça nous manque.